Le Japon est un pays extrêmement connu dans le monde entier et un pays de plus en plus apprécié. En tout cas, il y a de plus en plus de gens qui voyagent au Japon. Mais je pense que les gens voyagent au Japon pour les mauvaises raisons. J'annule tout de suite ce que je viens de dire. Je pense que les gens voyagent au Japon pour de bonnes raisons, mais qu'il y a des raisons encore meilleures de venir au Japon. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Il y a des trucs insoupçonnés qui sont incroyables dans ce pays que beaucoup de gens ignorent totalement. Donc là, je vais vous présenter 12 endroits. Je me suis dit, on va se faire un petit calendrier de janvier à décembre avec chaque mois un conseil de destination au Japon. Comprenez que ce que je vous donne là, c'est vraiment mes conseils. C'est les lieux, c'est que des endroits où je suis allé, des fois plusieurs fois pour certains, voire chaque année pour certains, tellement ils sont bien. C'est pas de la reco qui sort de nulle part, c'est vraiment des endroits qui sont incroyables. Qu'est-ce que je vais vous conseiller en janvier? Alors janvier, c'est l'hiver et déjà première information que peut-être vous ne connaissez pas, mais le Japon, c'est un pays de la neige. C'est peut-être même le pays de la neige. C'est pas forcément ce qu'on voit en premier parce qu'on pense plus au sakura, on pense plus peut-être aux couleurs d'automne, etc. Mais le Japon déjà, c'est une grande montagne à la base, donc c'est normal qu'il neige. Mais c'est aussi l'endroit du monde où il y a les plus fortes chutes de neige. Donc il y a énormément de gens, de plus en plus maintenant, qui viennent du monde entier pour skier au Japon ou pour vivre l'aventure de la neige d'une façon ou d'une autre. Donc l'hiver, c'est une des meilleure saison vraiment pour venir au Japon. Et la première recommandation que je vais vous faire, c'est un endroit qui s'appelle Zao, qu'on peut soit skier, c'est dans un domaine skiable, il y a un téléphérique pour monter et après si vous voulez skier, faites-le. Moi j'y suis allé plusieurs jours pour faire du ski et c'était incroyable. Zao, c'est l'endroit où on trouve les Snow Monsters. Les Snow Monsters, c'est ces arbres qui sont recouverts de givre puis de neige. On peut le voir un petit peu à droite à gauche dans le monde, des arbres avec du givre, mais c'est vraiment ce qu'on appelle les Snow Monsters, c'est un phénomène qui est vraiment au Japon. Pourquoi? Parce que c'est les conditions météo qui font ça, un vent un petit peu humide avec du givre et puis la forme des arbres aussi spécifiques au pays qui font qu'on a vraiment ces paysages qui sont uniques au Japon. Alors il n'y a pas que Zao, il y a plusieurs endroits, mais Zao c'est l'endroit le plus connu, le plus grand et vraiment moi j'y suis allé pour faire du ski, c'est incroyable. Vraiment le paysage est fou. Si vous aimez le ski et skier dans des endroits un petit peu originaux, c'est un conseil. Et même si vous faites pas de ski, vous pouvez y aller juste pour découvrir, pour prendre des photos. Le soir il y a des illuminations aussi qui sont très sympas, mais pour moi c'est un des meilleurs paysages à découvrir en hiver au Japon. Donc Zao, c'est mon conseil de janvier si vous venez au Japon. Ce paysage est fou! En février, on est toujours au cœur de l'hiver et je vais vous conseiller un autre endroit en rapport avec la neige, mais avec une expérience totalement différente et géographiquement très éloignée. On va partir pour ce second conseil tout au nord de Hokkaido à Abashiri. Abashiri, c'est un point tout au nord de l'île qui est tout au nord du Japon et c'est un port ouvert sur la mer. Et cette mer, en hiver, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle récupère toutes les glaces qui viennent de Russie. Il y a vraiment ce qu'on appelle les glaces dérivantes qui viennent s'entasser sur les côtes japonaises. Et ça nous donne l'occasion de faire plein d'expériences différentes. J'ai eu l'occasion de faire là-bas du brise-glace. On embarque vraiment sur un bateau, un petit bateau pour faire une mini croisière en brise-glace pour casser la glace. Le bruit du craquement de la glace sur la coque, les oiseaux qui te suivent et tout, c'est une super aventure à faire. On peut aussi tout simplement marcher sur la glace. Il y a des agences qui proposent de faire ça avec des combinaisons étanches. On peut même prendre des bains dans certains trous de glace. On peut aussi faire du VTT sur la glace. On peut faire du SUP, du paddle entre de la glace qui dérive. En fonction des saisons, les expériences peuvent être un petit peu différentes, mais c'est encore une fois quelque chose qui est assez unique dans le monde. L'expérience, elle commence vraiment mi-février. Avant ça, il n'y a pas encore de glace qui arrive. Renseignez-vous un petit peu avant, mais plutôt fin février, voire début mars, c'est là qu'il y a la meilleure expérience pour marcher sur la glace. Et la fenêtre est assez courte, hein. Je pense que c'est un mois maximum, pas beaucoup plus. En mars, j'ai envie de vous proposer une expérience totalement différente parce que mars, c'est l'anniversaire de la catastrophe de Fukushima et particulièrement cette année, en 2026, on va fêter les 15 ans de la catastrophe de Fukushima. C'était le 11 mars 2011. Peut-être que vous avez vécu ça en live comme moi. Pourquoi je vous parle de Fukushima? Alors c'est pas juste pour le côté historique, ça plaira pas forcément à tout le monde, mais le fait de se rendre sur un lieu où il y a eu une telle catastrophe pour voir, alors il y a encore quelques vestiges évidemment de cette catastrophe, mais pour voir comment une ville, comment une région se reconstruit après. Personnellement, je trouve ça vraiment très intéressant. C'est aussi une bonne façon de voyager. Mais c'est pas la seule chose à faire là-bas. Fukushima, c'est, après Hokkaido, la deuxième plus grande province du Japon. Donc il y a énormément de choses évidemment à découvrir à Fukushima. C'est une région très verte avec des volcans, avec beaucoup de culture, etc. Donc moi, je vous conseillerais de partir à Fukushima en mars pour vivre un petit peu cet anniversaire, mais aussi pour découvrir la province. Un exemple que je vais vous donner, alors c'est quand même un petit peu loin des côtes. On n'est pas là où le tsunami
umami à frapper par exemple. Mais au Japon, peut-être que vous le savez, mais bon, vous connaissez les ramen, c'est un des plats japonais les plus populaires et je pense les meilleurs au monde. Eh bien, au Japon, il y a 3 écoles de ramen. Les piliers au Japon, et il y en a un qui est à Fukushima, justement, et il y a une ville en particulier qui s'appelle Kitakata, dans lesquelles on mange des ramen. C'est une dinguerie. Vraiment, en plus, c'est plein de viande et tout. Et la particularité, c'est assez spécial aussi, les gens mangent des ramen au petit déjeuner. À 9h du mat, t'as les gens qui font la queue et ils sont tous là comme ça pendant une demi-heure pour aller manger des ramen. Mais franchement, il y a des magasins qui valent le coup. Et cette ville là de Kitakata, il y a des magasins, des restaurants de ramen partout, à chaque coin de rue. Pour moi, c'est une excellente expérience culinaire à faire au Japon. Ça, plus le fait que Fukushima ce soit magnifique, avec plein de randonnées à faire, des lacs à découvrir pas loin, des machins comme ça. En mars, ça me paraît être une bonne destination. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, parce que je vous vois pas, mais je vous imagine très bien en train de vous dire qu'est-ce que j'ai envie d'aller au Japon ou qu'est-ce que j'ai envie de retourner au Japon pour voir ces lieux qu'il est en train de nous présenter, et je vous comprends. Eh bien, sachez que en ce moment, sur ma boutique Tous Imparfaits, il y a un grand concours qui fait que vous pouvez gagner un voyage au Japon pour la période de votre choix, pour 2 semaines et pour 2 personnes, et vous êtes logé à Ici Japon Village, directement mes hôtels. Et pour ça, c'est très simple, il suffit juste de faire une commande sur Tous Imparfaits. Vous choisissez ce que vous voulez sur le site, il n'y a pas d'article imposé, rien du tout. Vous faites votre commande comme vous faites une commande d'habitude, et par palier de 10 €, vous gagnez des participations. Si vous faites une commande à plus de 10 €, vous avez une participation pour le concours. Vous faites une commande à plus de 50 €, vous avez 5 participations pour le concours. Vous avez compris le principe, c'est très simple. En plus, aujourd'hui, attention, je vais me changer. Aujourd'hui, on a un nouveau t-shirt spécialement pour ce concours qui est en édition limitée. Si vous ne connaissez pas Tous Imparfaits, c'est que des vêtements d'une très bonne qualité. Tout est fait au Portugal, c'est du coton peigné. Ça veut dire que c'est des matières qui sont extrêmement agréables à porter, qui vont pas bouger dans le temps. C'est vraiment là-dessus qu'on axe le développement de la marque Tous Imparfaits. La qualité, ça c'est une édition un peu revisitée d'un t-shirt qu'on avait déjà, qui va avec la veste de kimono. Regardez si ça va pas bien ensemble. Ça aussi c'est disponible en ce moment sur Tous Imparfaits comme énormément d'autres choses. Faites-vous plaisir, le lien du site est en description. Entre les vêtements, les casquettes, l'artisanat et tout, il y a forcément des trucs qui vont vous plaire. Lieu suivant. En avril, il y a un endroit à découvrir au Japon qui est hallucinant. Ça s'appelle la route de Tateyama. C'est là qu'on va avoir le plus de neige au monde. Vous avez peut-être déjà vu ces images de bus ou de voitures qui passent entre d'immenses murs de neige. Ces murs de neige là, ils font entre 15 et 20 mètres de haut. On est vraiment presque dans un tunnel de neige pendant toute une montée de montagne. C'est incroyable comme paysage. T'es dans un bus qui est déjà vachement haut et tu vois même pas, tu vois presque pas le ciel tellement t'as de la neige sur le côté. C'est une folie. En plus, c'est une folie d'ingénierie aussi parce qu'il faut arriver à déblayer une route sur 18 mètres de haut. Ils ont des machines et tout, c'est assez incroyable. Donc cette route-là, elle ouvre entre le 15 et le 20 avril, donc après la saison des neiges, quand on commence à pouvoir accéder à la montagne. Et c'est juste pendant, allez, 2-3 semaines, un mois, parce que la neige commence à fondre déjà. Donc plus vous attendez et plus les murs vont être bas. Et le conseil ultime, qui est pour moi la vraie façon dont on devrait visiter ça, c'est de prendre une chambre en haut dans la montagne, ce qui fait qu'on est libre en haut de se déplacer. Il y a un paysage magnifique, en plus c'est volcanique, on peut voir un petit peu du soufre sortir de la montagne. Enfin, c'est vraiment une expérience folle de s'arrêter au sommet. Et le matin, on est libre de descendre sur la route et c'est interdit aux voitures. Il n'y a que des bus qui arrivent peut-être à partir de 9h, 10h, je sais pas. Mais si on se lève tôt, on a la route pour nous tout seuls. On peut se balader, il n'y a pas de touristes, rien. Il y a juste les quelques personnes qui sont à l'hôtel qui peuvent se balader et profiter de ces couloirs de neige. Il y a un calme qui est incroyable. Franchement, on est comme sur une autre planète, je sais pas comment le décrire, mais c'est une expérience incroyable à vivre. Et pour moi, c'est vraiment, si vous êtes au Japon en avril, le truc à faire. Vraiment, c'est le truc à faire. Attention, par contre, il y a un truc où il faut vraiment faire attention. Au Japon, il y a ce qu'on appelle la Golden Week, fin avril, début mai. C'est vraiment une période où tous les Japonais sont en vacances en même temps. Je vous déconseille fortement d'y aller à cette période. En mai, ce que je vous conseille, c'est d'aller à Universal Studios à Osaka. Il se trouve que Universal Studios, c'est pas forcément quelque chose qui sonne très japonais de base, sauf que parmi tous les parcs qu'il y a dans le monde, déjà ils sont tous différents, mais celui du Japon a quand même pas mal de spécificités. Déjà, il y a cette fameuse zone Nintendo avec la zone Mario qu'on commence à retrouver dans d'autres Universal, mais qui est quand même plus grande au Japon. Et puis il y a une zone Donkey Kong qui est vraiment unique au Japon. Donc rien que pour ça, ça rend le lieu un petit peu unique. Mais surtout, il y a plein d'attractions
d'attractions qui sont basées sur des licences japonaises, sur des animés, des cinémas en 3D ou autre chose, qui peuvent être basés sur, je sais pas, la joie Kimetsu no Yaiba, l'attaque des titans, n'importe quoi. Il y a des expériences spéciales Japon à Universal Studios et je trouve que le parc est vraiment bien. C'est un des meilleurs parcs du monde, je pense, c'est un des meilleurs parcs Universal. Alors il y a évidemment celui de Hollywood aussi où tu as les fameux studios de cinéma que tu peux visiter, mais je pense que celui-là et celui du Japon, c'est peut-être les deux meilleurs en théorie. Et c'est tellement populaire maintenant que Universal Studios, c'est devenu le 3e parc le plus visité au monde, après les 2 Disney qui sont en Floride et en Californie. C'est quand même pas rien. Et il se trouve que le meilleur mois pour le visiter, c'est le mois de mai. Alors moi j'y suis allé 3 ou 4 fois, j'y suis toujours allé en avril ou toute fin mars, avril, et déjà c'était un très bon mois pour y aller où il y avait très peu de gens, un beau temps, etc. En mai les journées sont encore un petit peu plus longues et en juin aussi c'est pas mal apparemment. Donc avril, mai, juin c'est vraiment la meilleure période pour profiter de Universal. Après il commence à faire chaud, puis il y a des moments où c'est plus bondé, etc. Regardez sur les sites, il y a des sites qui vous donnent l'affluence des parcs d'attractions au Japon pour choisir le bon jour. N'y allez jamais le week-end, aucun parc d'attractions le week-end au Japon, qu'on soit bien clair. En juin, j'ai envie de vous conseiller un des endroits que je préfère. Le Japon, vous le savez, c'est plein d'îles. Et il y a une île, enfin 2 îles en particulier, qui s'appellent Chichijima et Hahajima, l'île du papa, l'île de la maman, qui sont les îles les plus éloignées du Japon. C'est des îles qui font partie de la préfecture de Tokyo, donc techniquement c'est rattaché à Tokyo, mais à 1000 km dans l'océan. Et ces îles, pour y aller, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'y aller en bateau, un ferry qui va prendre 24 heures pour y aller, qui va rester 3 jours sur ces îles et qui va revenir. Donc c'est au minimum un voyage de 5 jours, mais ces îles sont incroyables. J'ai parlé de ces îles déjà dans une vidéo que j'ai appelée l'île des cannibales, parce qu'il y a un gros passé historique sur ces îles, un passé historique qu'on ne retrouve pas au Japon en général, mais vous connaissez l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, j'imagine. Eh bien, elle n'a pas vraiment eu lieu au Japon, parce qu'il n'y a pas eu de débarquement, voilà, on a eu 2 bombes qui ont tout fini, mais il y a eu plein de batailles sur beaucoup d'îles autour du Japon, dans le Pacifique, pour essayer de gagner du territoire entre les Américains et les Japonais. Et Hahajima, Chichijima, c'était parmi les îles qui étaient le plus défendues par les Japonais, donc il y a plein de restes de batteries anti-aériennes, de trucs à découvrir partout sur l'île, et puis comme il y a eu des combats, il y a plein d'épaves dans l'eau, etc. À part ce passé historique que moi déjà je trouve incroyable, et puis cette histoire rattachée aux cannibales qui est folle, mais allez voir la vidéo parce que c'est une des histoires les plus méconnues et les plus folles, je pense, de la Seconde Guerre mondiale au Japon. Il y a énormément de choses à découvrir. Déjà, si vous aimez les îles en général, bah là c'est les îles paradisiaques, un peu cliché j'ai envie de dire, mais avec de l'eau magnifique, sauf qu'il y a des épaves aussi pour faire du snorkeling, on peut faire de la plongée, il y a plein de petits restaurants, etc. C'est vraiment très bien pour 3 jours, et j'ai pas du tout parlé de ça dans ma vidéo, mais j'ai filmé plein de trucs où on montre un petit peu la culture locale, par exemple la nourriture est un peu spéciale, on peut manger de la tortue, ce qui peut un petit peu choquer, mais vu que c'est des îles très éloignées, ils ont gardé cette culture de survivre et de vivre avec tout ce qu'ils ont à portée de main, parce qu'ils sont pas ravitaillés tout le temps, il y a juste le ferry qu'il fallait retourner une fois par semaine. Pourquoi je conseille juin pour cette période? Alors c'est pas les seuls bons mois pour visiter l'île, en vrai tous les mois avant l'été, et puis octobre-novembre aussi ça reste de très bons mois. L'été il fait un peu chaud, il y a des typhons et des choses comme ça, mais juin il se trouve que c'est une période où la mer est relativement calme, donc assez facile d'y aller en ferry, et la végétation est quand même assez luxuriante, il fait assez chaud pour plonger, pour faire plein de trucs, donc je pense que le juin c'est un très bon mois pour y aller. Il faut savoir qu'il y a une saison des pluies en juin et juillet sur une grosse partie du territoire japonais, mais comme c'est des îles qui sont éloignées, la saison des pluies, je vais pas dire n'existe pas, mais est beaucoup plus clémente, enfin il peut y avoir un petit peu de pluie mais ça dure pas longtemps, donc c'est mieux d'être là-bas qu'à Tokyo en juin, c'est clair. Et la dernière chose qu'en tout cas moi j'apprécie beaucoup, c'est la traversée en ferry qui prend 24 heures, donc c'est un bateau dans lequel vous pouvez dormir, prendre une chambre, etc. Et l'expérience de traverser la mer, de regarder à l'horizon et peut-être de voir des dauphins, je sais pas quoi, qui passent à côté du bateau, c'est assez fou aussi. Le trajet fait vraiment partie de l'expérience. En plus quand tu pars, t'as tous les gens de l'île qui viennent te dire au revoir. La cérémonie du départ du bateau te met presque les larmes aux yeux, vraiment il y a des gens qui pleurent premier degré, donc c'est assez fou. Chichijima, Hahajima. L'été, moi ce que je vous conseille c'est de l'embrasser à fond et vraiment de se faire un été cliché en mode plage tropique, et pour ça le meilleur endroit à mon avis c'est Ishigakijima. Ishigakijima c'est les îles tout au sud du Japon, ça fait partie de Okinawa mais quand même assez éloigné de l'île principale de Okinawa, beaucoup plus au sud. On est quasiment collé à Taïwan et on a vraiment à Ishigakijima des îles magnifiques. Ishigakijima c'est une île principale avec plein de petites îles autour, et si vous voulez faire du snorkeling, de la plongée, du kayak dans les mangroves, des choses comme ça,
c'est vraiment là-bas que ça se passe, c'est paradisiaque. Il y a très peu de gens qui vont là-bas parce que généralement les touristes s'arrêtent en grande majorité à Okinawa, mais c'est pour moi à Ishigakijima et les îles alentours que ça se passe, Zamami, etc. Les meilleures périodes pour aller là-bas, en vrai, c'est plus avant l'été et après l'été parce que bon, il fait un petit peu chaud, il y a peut-être un peu plus de touristes en été. Moi, j'aime bien voyager avec un objectif en général. Si vous n'avez pas votre brevet de plongée sous-marine, vous pouvez très bien le passer à Ishigakijima. Il y a des écoles qui le font aussi en anglais. C'est 3 jours pour à peu près 5 plongées et découvrir la plongée sous-marine au Japon, c'est fou. C'est que des petites entreprises, donc tu es bien encadré, aspect un petit peu familial. C'est pas des centaines de touristes qui vont plonger avec toi. On t'amène dans des endroits qui t'intéressent vraiment et c'est pas cher. Donc il y a vraiment tous les arguments pour passer son brevet de plongée et faire de la plongée à Ishigakijima. En août, j'ai envie de vous proposer une solution pour échapper à la chaleur et à l'humidité du Japon en général et pour échapper aussi au typhon si jamais vous voulez aller sur une île ou si vous voulez aller à la mer au Japon. La solution que j'ai trouvée, c'est à Kyushu. Kyushu, c'est une île qui est au sud du Japon, il fait très chaud, c'est vraiment un climat d'été si on y va en août. Mais ce qu'on va faire là-bas, c'est qu'on va aller en altitude pour aller se balader parmi les volcans et particulièrement dans la zone de Kirishima. Kirishima, c'est très peu connu, je pense que la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler de ce nom. Dites-vous qu'on est dans un paysage de montagne avec plein de cratères de volcans à droite à gauche qu'on peut aller visiter relativement facilement. Alors attention, ça dépend, parfois il y en a qui sont un petit peu en activité, donc il va y avoir des gaz toxiques, on peut pas y aller, mais sur le nombre qu'il y a toujours des randonnées folles à faire. Soit c'est des cratères de volcans, soit c'est des, on appelle ça caldeira je crois, où ça s'est transformé en étang. Bref, c'est magnifique. Et la plupart des petits villages que vous croisez et dans lesquels vous allez vous arrêter, ce sont des villages à onsen, mais les vrais onsen, c'est pas l'eau de onsen qu'on t'a amené par un tuyau depuis 50 km. Les onsen, c'est vraiment sous tes pieds, t'es sur un volcan et tu vois que les villages fument littéralement. T'as de la vapeur d'eau qui s'évapore un peu partout dans la montagne parce que t'as de l'eau bouillante qui passe sous tes pieds avec cette odeur que j'adore, mais d'œuf pourri un petit peu. Et c'est parmi les meilleurs endroits pour profiter de onsen au Japon. Donc vous avez ce cadre magnifique, nature, rando, onsen. C'est des endroits qui sont assez peu connus des touristes, donc vous n'avez pas de bus qui vont forcément arriver ou très rarement de bus qui vont arriver. C'est mieux d'avoir une voiture pour profiter de tout ça bien évidemment, et surtout que si vous êtes autonome de ce point de vue là, vous pouvez descendre de la montagne et aller un petit peu à droite à gauche sur l'île de Kyushu. Il y a énormément de choses à voir, on peut y passer plusieurs semaines sur l'île de Kyushu avant d'avoir fait tout le tour. Donc voilà, c'est ma petite reco pour le mois d'août. En septembre, j'ai envie de vous parler d'une nouvelle île. Ça fait beaucoup d'îles, mais le Japon, encore une fois, c'est un pays où il n'y a que des îles. Cette fois-ci, une île qui est à côté de Tokyo. On peut y aller en quelques heures de bateau de Tokyo, qui est très peu connue et qui m'avait fasciné quand je l'ai découverte. Je veux parler de l'île de Miyakejima. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu des photos de Japonais avec des masques à gaz un petit peu bizarres. On a l'impression qu'on est pendant la guerre ou on fait des expériences scientifiques un peu cheloues, films de science-fiction, j'en sais rien. Eh ben non, c'est des photos qui ont été prises sur cette île de Miyakejima, qui est une île avec une forte activité volcanique. Et il y a eu un moment de l'histoire, il n'y a pas si longtemps que ça, où il y a eu tellement d'activité volcanique, tellement de gaz qui s'échappait du volcan, que les gens ne pouvaient pas rester là-bas sans avoir tout le temps avec eux ou à proximité des masques à gaz au cas où il y ait des pics d'intoxication de gaz, etc. Donc il y a toute cette histoire qui est intéressante, plus le fait qu'il y a encore moins longtemps que ça, carrément le volcan est rentré en éruption et les coulées de lave ont emporté villages, écoles, etc. Vous allez là-bas, vous avez vraiment des choses qui dépassent de la lave. On peut visiter une école par exemple où il y a de la lave qui est montée jusqu'au 2e ou 3e étage et on voit plus que le toit. Il y a des morceaux de torii, les portes qu'on a à l'entrée des temples, qui dépassent comme ça du sol, prisonniers dans la pierre. C'est assez fascinant, t'as des paysages d'arbres un petit peu calcinés. C'est une des îles les plus bizarres en termes d'environnement qu'on puisse voir au Japon. Évidemment, on peut voir les cratères de volcans, etc. Et l'histoire est assez fascinante. Le trajet pour y aller, pareil, on part de Tokyo et c'est un bateau de nuit très sympa. Franchement, le petit trajet à faire. Et sur place, on peut louer une voiture ou alors y aller directement avec sa voiture, peut-être même, et faire le tour de l'île. Franchement, c'est une très bonne expérience que personne ne fait. Quand j'y suis allé, je me rappelle qu'on a vu 0 touristes. On était quasiment seuls sur le bateau et il n'y avait pas de touristes, même de touristes japonais. L'île était à nous alors que c'est juste à côté de Tokyo. C'est vraiment un des endroits les plus sous-cotés, je pense, du Japon, peut-être même du monde. Donc là, mon conseil, c'est septembre parce qu'il fait quand même un peu moins chaud qu'en été, mais on peut quand même profiter de la plage, si on fait du snorkeling, de la plongée, des choses comme ça. Ça reste super chaud, mais attention, il y a quand même des typhons parfois en septembre, donc faites attention à la période. Et sinon, avant l'été, après l'été, octobre, novembre, c'est très beau aussi avec les couleurs d'automne.
d'automne. En vrai, on peut y aller un petit peu tout le temps sur cette île. En octobre, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller à Nagasaki. On est de retour sur l'île de Kyushu, mais au nord de l'île cette fois-ci. Et pourquoi Nagasaki? Déjà, je trouve que c'est une ville qui est assez agréable à découvrir, avec déjà ce passé historique de la bombe évidemment, le musée de la bombe atomique. La ville en elle-même est assez sympa. La nourriture est très sympa. Il y a la viande de Nagasaki qui, pour moi, met même un vent à la viande de Kobe. Alors je sais que ça peut se discuter, mais c'est une très bonne viande japonaise, un peu moins grasse que la viande de Kobe, donc on peut en manger beaucoup plus. Dites-moi ce que vous en pensez, il y a peut-être débat là-dessus. Mais en tout cas, les Japonais ne tarissent pas d'hommage non plus sur la viande de Nagasaki, très bonne viande. Et surtout, à côté de Nagasaki, il y a deux des meilleures îles du Japon à découvrir. Alors vous allez me dire, oui, encore des îles, mais toutes les îles sont différentes, c'est ça qui est intéressant. Là, on va parler des îles de Gunkanjima. Une des vidéos les plus populaires que j'ai fait sur cette chaîne, c'est la découverte de cette île de Gunkanjima, que vous avez tous vu quelque part en photo. Île emblématique, abandonnée, qu'on peut visiter avec un départ de Nagasaki. Alors en fonction de la météo, soit on fait le tour en bateau, soit on accoste. Je crois que même Amixem avait fait expérience il y a très longtemps dans une vidéo. On accoste sur cette île et on peut visiter une partie des ruines, peut-être, allez, un quart, un cinquième de l'île, ce qui est déjà une expérience pas trop mal en soi. Mais il y a une autre île encore mieux qui s'appelle Ikeshima, qui est une de mes îles préférées du Japon, qui est aussi une île minière presque abandonnée, c'est-à-dire qu'à un moment il y avait 10 000 personnes qui habitaient là-bas, maintenant il y a peut-être 50 personnes, pas plus. Il vaut mieux y aller en voiture, on peut mettre sa voiture sur le ferry et tu te retrouves dans une île qui baigne dans une atmosphère folle, unique. C'est The Last of Us, franchement c'est incroyable comme atmosphère et là ça peut te faire une très bonne journée je pense. Donc ça c'est une des meilleures expériences je pense à vivre au Japon, cette île de Ikeshima, avec un point de départ je pense depuis Nagasaki. Allez-y en octobre, c'est une très bonne saison pour le faire, il fait encore bon donc c'est très agréable de se balader là-bas. La mer est calme en général donc il n'y a pas trop de problèmes pour accoster sur l'île. Les journées commencent à être un peu plus courtes mais ça va quand même. Bref, mon conseil d'octobre c'est Nagasaki avec les villes de Gunkanjima et Ikeshima. Novembre, on me pose souvent la question de quelle est la meilleure saison pour partir au Japon. Je pense que chaque année, quand je suis en novembre, je me dis putain, novembre c'est quand même le meilleur mois pour être au Japon. Donc techniquement, peut-être que mon mois préféré au Japon, c'est novembre, même si vous l'avez vu, tout le long de l'année, il y a des expériences assez folles à faire partout dans le pays. Mais novembre, en vrai, je pense qu'on peut pas se tromper, notamment parce qu'il y a des paysages incroyables. Les couleurs d'automne qu'on appelle les koyo au Japon sont folles un peu partout dans le pays. Et surtout, il fait bon. Qu'est-ce qu'on peut faire en novembre? Eh ben écoutez, plein de trucs. En vrai, une grande partie des recos que j'ai fait dans cette vidéo, on peut les faire en novembre déjà. Mais moi, ce que j'ai envie de vous conseiller pour ce mois de novembre, c'est un road trip sur une route qu'on appelle la route Ashinoko Hakone Skyline Drive. C'est une route qui passe dans la montagne japonaise. Les paysages sont malades. Il y a plein de trucs à voir partout, des temples, des paysages et tout. C'est vraiment une très bonne façon de découvrir la nature au Japon. En plus, en général, à cette période-là, en novembre, le ciel est très dégagé, donc vous voyez vraiment bien la montagne. Le mont Fuji aussi, c'est une des meilleures périodes pour voir le mont Fuji au loin quand on passe en voiture. En général, j'ai envie de vous conseiller des road trips à n'importe quelle saison au Japon, même en hiver à Hokkaido s'il faut. C'est la meilleure façon de découvrir le pays, mais particulièrement en novembre, là, pendant les couleurs d'automne. Sur cette route-là, c'est incroyable. Décembre, enfin on y est, le dernier mois de l'année. Et qu'est-ce que je vais vous proposer de faire en décembre? Eh bien, tout simplement de rester à Tokyo. Alors, c'est pas du tout dans l'esprit de cette vidéo où vous allez me dire que de vous dire allez visiter Tokyo. Mais je pense sincèrement que décembre, c'est l'un des meilleurs mois pour visiter Tokyo, déjà de base. Et j'ai une reco en particulier à Tokyo qui est Tokyo Disney Sea. Alors, j'ai déjà conseillé cet endroit en vidéo et on avait même fait des concours sur Tous Imparfaits qui permettaient aux gens de gagner un voyage au Japon plus d'aller à Disney Sea. Et à chaque fois, je me suis pris une vague de commentaires négatifs, entre guillemets, disant ouais, on vient pas au Japon pour aller à Disney, machin, c'est pas japonais et tout. Je ne comprends pas l'argument. Il faut savoir que les parcs Disney dans le monde entier sont relativement différents déjà de base, mais Tokyo Disney Sea, c'est un parc unique au monde. Il n'existe qu'au Japon. C'est pas parce qu'il y a marqué Disney que voilà, c'est un parc, si tu veux le faire dans ta vie, tu le fais à Tokyo ou tu le fais pas, point. Et ce parc, non seulement il est unique au Japon, mais dans quasiment la majorité des sondages quand la question est posée, c'est ce parc qui ressort tout en haut de la liste en premier quand on demande aux gens quel est le plus beau parc du monde, parce que Tokyo Disney Sea, c'est magnifique. Vraiment, le décor est époustouflant. En plus, vraiment dans la plus pure des traditions japonaises, tout est vraiment nickel, c'est propre, les gens sont gentils. Franchement, pour moi, c'est un parc à voir dans sa vie, au même titre que, je sais pas, Disney en Floride ou en Californie, où j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête, mais il faut
faut pas sous-estimer Tokyo Disney Sea, surtout en particulier si vous êtes en couple. Tokyo Disney Sea, c'est un des premiers parcs Disney, c'est peut-être même le seul parc Disney qui, en théorie, est destiné aux couples plutôt qu'aux enfants. Alors bien sûr, on peut y aller avec ses enfants, etc. Ils vont adorer. Mais par exemple, pour illustrer ça, une des grosses différences qu'il y a entre Disneyland et Disney Sea au Japon, c'est qu'à Disney Sea, tu peux acheter de l'alcool, tu peux te prendre une petite bière si tu veux, alors que pas à Disneyland. Les restos aussi sont un petit peu plus chers, un petit peu plus adultes à Tokyo Disney Sea. Et puis le décor, c'est vraiment fait pour les amoureux, vas-y, les petites barques, les machins, sans négliger quelques attractions sympas quand même. Donc j'adore, voilà. Moi j'y suis allé peut-être, je sais pas, 10 fois, 12 fois, 15 fois, j'en sais rien. Mais c'est un endroit dans lequel on prend beaucoup de plaisir à y aller avec ma femme et mes enfants. Donc je le conseille. Et il se trouve que décembre, c'est un des meilleurs mois pour y aller. Alors n'y allez pas pendant Noël ou pendant le Nouvel An, on va dire la première moitié de décembre. Le parc est déjà passé en mode Noël, donc tu as des illuminations, tu as des activités un petit peu spéciales et il n'y a pas grand monde. Donc si tu y vas début mi-décembre, tu profites d'une météo qui généralement est vachement bien, il pleut pas beaucoup, tu as un beau ciel bleu, il fait pas froid, tu as presque personne et tu as les décos de Noël, donc c'est vraiment la meilleure période, pas le week-end, encore une fois. Voilà, c'était ma liste personnelle des recommandations que j'aurais à vous faire au Japon. Et évidemment, il y a encore plein de lieux comme ça, peut-être qu'il y aura une suite à cette vidéo un jour si ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre aussi vos recommandations en commentaire, ou même si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur les périodes, sur les lieux, dites-le aussi parce que c'est à ça que ça sert cette chaîne. Partageons les expériences, on est tous différents donc je comprends très bien qu'on soit pas du même avis. En tout cas, ce que vous pouvez être sûr, c'est que tous les endroits que j'ai cités, c'est vraiment des endroits où je suis déjà allé plusieurs fois pour la plupart et dans lesquels je retournerai sans problème. Demain, si tu me dis tu vas à un de ces endroits passer le week-end, je signe tout de suite. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous rappelle que si vous allez sur Toussaint Parfait, quelle que soit la commande que vous faites, à partir de 10 €, peu importe ce que vous achetez, vous participez à un concours pour gagner un voyage de 2 semaines au Japon pour 2 personnes, n'importe quand en 2027. Ça vous laisse l'occasion de vous organiser et de choisir la saison qui vous convient le mieux. Pourquoi pas en fonction de ce que je viens de vous dire. Je vous laisse le lien évidemment en description de la boutique. Et je vous fais plein de bisous et à dans 2 semaines, 3 semaines, 1 semaine, je sais pas.